Je remercie les partenaires du podcast et je pense tout d'abord au café YoEco qui nous fournit gentiment un café Third Wave à chaque épisode du podcast. YoEco est un espresso bar de troisième vague situé dans le quartier Ville-et-Mort dans le sud-ouest de Montréal et il garde un inventaire de café produit par des torréfacteurs locaux. Je vous encourage fortement à aller y faire un tour. Vous allez voir que le personnel est particulièrement attentionné et sympathique et surtout, c'est un café qui est dog-friendly. Je tiens également à remercier les éditions du Septentrion qui supportent le podcast en facilitant les communications auprès de certains auteurs et de certaines autrices que je cherche à rejoindre. La maison d'édition a aussi l'aimabilité de me partager quelques livres lorsque je reçois l'un de leurs auteurs ou l'une de leurs autrices, ce qui me permet de significativement mieux comprendre les sujets de prédilection de mes invités. Enfin, je tiens également à remercier tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à la page Patreon du podcast. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement qui fonctionne par abonnement mensuel. Donc, c'est libre à vous de décider du montant de votre contribution. Puis, j'ai programmé la plateforme pour différents montants, donc n'hésitez pas à supporter le projet en fonction de votre budget. Sincèrement, c'est vraiment le moyen le plus direct de supporter le projet parce que 100% des revenus qui sont générés par la page Patreon sont investis en frais de studio, en logiciels informatiques nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au premier épisode du podcast Histoire d'un soir, un podcast où on fait de l'histoire un jeudi soir sur deux. Mon nom à moi, c'est Eloïse Ben, je suis étudiante finissante au baccalauréat en histoire à l'Université du Québec à Montréal et il me fait vraiment plaisir de vous recevoir ici au Studio SF à Montréal pour une série d'entretiens que je conduis et que je conduirai avec des chercheurs et des chercheuses en histoire du Québec. Destiné aux jeunes, aux passionnés d'histoire et même à la communauté historienne du Québec, ce balado vise à donner la parole aux académiciens et académiciennes qui ont participé à forger les connaissances liées à l'histoire du Québec. Donc, dans un format continu de 40 à 50 minutes, les invités seront invités à discuter de leurs réflexions au sujet de leur parcours académique et professionnel, de leur démarche intellectuelle, de leurs sujets de recherche ainsi que de la pratique historienne québécoise dans son ensemble. Avant de commencer les enregistrements du podcast, j'ai fait un court sondage sur ma page Instagram afin de savoir quel était le premier sujet que vous désireriez entendre et la réponse fut bien claire, ce fut le féminisme. Dès lors, j'ai à côté de moi Camille Robert qui est spécialiste en histoire des femmes, du féminisme, du travail, du syndicalisme et des services publics au Québec. Allô Camille. Salut. Camille Robert est à l'origine de la publication de 2 ouvrages notables, dont Toutes les femmes sont d'abord ménagères, qui fut tiré de son mémoire de maîtrise, puis publié en 2017 aux éditions Somme Toute. Elle a aussi co-dirigé un ouvrage collectif avec Louise Toupin, qui est intitulé Le travail invisible, portrait d'une lutte féministe inachevée, et qui a été publié aux éditions du Remue-Ménage en 2018. Présentement, Camille Robert travaille sur sa thèse de doctorat en histoire qui est intitulée « Femmes en grève, tournant néolibéral et travail de reproduction sociale dans le secteur public québécois de 1980 à 1990 ». Sur ce, je vous laisse donc sur notre belle discussion et je vous dis bon podcast! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va boire le Bellatrix de Canal. Canal, c'est un torréfacteur installé sur le bord du canal de la Chine dans le sud-ouest. Ils ont commencé à la base avec un café qui s'appelle Lily et Holly. Vous irez les voir. Super bon café en général. Ils essaient toujours d'aller chercher un peu de diversité. Donc des cafés, passer des cafés plus traditionnels à des cafés un peu plus funky, je pourrais dire. Donc aujourd'hui, on boit le Bellatrix, qui est un assemblage entre le Brésil et l'Éthiopie. Donc on s'en va chercher vraiment tout le côté plus agrume qui est reconnu un peu plus de l'Éthiopie. Puis un beau corps, beaucoup plus canne à sucre dans le fond, là, qui provient un peu plus du Brésil.
Donc, bonne dégustation. Bonjour Camille. Salut, ça va bien? Oui, ça va toi aussi? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment gentil. Première question, juste très générale. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite historique de ton parcours académique? Avec qui et dans quel établissement est-ce que tu as étudié? J'ai été du début à la fin à l'UQAM. Ah ouais, OK. Je me suis inscrite en 2009 à l'automne, puis j'ai fait le bac, après ça la maîtrise, puis j'en suis jamais sortie. Je suis encore au doctorat, en fait. Là, j'ai commencé en 2017, puis donc j'ai toujours été en histoire, mais j'ai fait... à un moment donné, 2 sessions en pédagogie d'enseignement supérieur entre la maîtrise puis le doctorat. C'est-tu le micro-programme ouais, de c'est deuxième ça. cycle? Dans OK. l'espoir d'enseigner au cégep, puis finalement, j'ai vu que ça se pouvait pas. Fait que j'ai comme commencé le doctorat. C'était stratégique. Oui. C'est parfait. Puis, ça, avec qui est-ce que tu as étudié? Auprès de quel professeur? J'avais fait ma maîtrise avec Martin Petitclerc puis Marie-Pierre Boucher, qui est en socio à ce moment-là, puis qui est maintenant en relation de travail à l'UQO. Donc, j'ai fait mon mémoire en co-direction, puis maintenant, je suis avec Martin Petitclerc et Magda Farny en co-direction aussi pour le doctorat. C'est cool. Puis, est-ce que toi, tu as toujours été une passionnée d'histoire? Est-ce que déjà, quand tu étais petite, tu t'intéressais au temps qui passe, à ceux qui étaient là avant toi, ou c'est venu plus tard un peu? Mais j'ai toujours eu une curiosité, je dirais. Très jeune, j'avais des livres d'histoire, puis j'avais comme une fascination un peu pour l'histoire de l'Antiquité. Puis c'est surtout en arrivant à l'université que là, j'ai pris plus des cours en histoire du Québec. Puis c'est là que je me suis plus intéressée, en fait, à cette partie-là de l'histoire. Que j'avais toujours un peu jugée inintéressante parce que j'avais eu des cours au secondaire, comme tout le monde, les cours obligatoires. Puis finalement, le cursus me parlait pas beaucoup. Donc, je voulais peut-être plus me spécialiser en histoire de l'Europe contemporaine. Et à l'université, en prenant des cours plus d'histoire sociale du Québec, donc histoire ouvrière, histoire de la famille, c'est vraiment là que j'ai développé cet intérêt pour l'histoire du Québec. Vraiment cool. Puis, tes premiers contacts avec les idées, les thèses féministes, ça s'est fait à peu près à quelle période? Ça s'est fait d'abord d'une façon qui était militante, je dirais. J'ai milité dans le mouvement étudiant, dans différents mouvements anticapitalistes aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est beaucoup en constatant que même dans les mouvements militants, il subsistait une certaine pratique sexiste, même auprès de personnes qui étaient supposément pro-féministes, qui étaient sensibilisées aux notions de genre, de sexisme, etc. Puis en constatant finalement que même dans des milieux qui, en théorie, endossaient ces principes-là, il y avait quand même des pratiques sexistes. C'est là un peu que je me suis rendu compte de l'actualité du féminisme. Puis en faisant face à différentes situations d'inégalité dans la vie quotidienne, c'est toujours une sensibilité que j'ai eue, mais j'ai été plus confrontée, disons, rendue dans la vingtaine à peu près. Puis par la suite, j'ai pas vraiment eu de formation en études féministes à l'université. C'est plus au doctorat que j'ai décidé de faire une concentration. Mais sinon, ça s'est beaucoup fait par le militantisme, par l'appartenance à certains collectifs. Par exemple, il y a eu plusieurs vagues de dénonciation d'agressions sexuelles. Puis c'est beaucoup des enjeux qui ont touché les différents milieux féministes. Puis je me suis sentie évidemment interpellée par ça. Fait que, ouais. Je serais curieuse de savoir si tu as des exemples justement d'inégalités dans la vie quotidienne ou dans le milieu militant que tu as remarqué. C'est plein de choses. En fait, ça peut être autant le harcèlement de rue qu'on vit beaucoup plus comme femme quand on se promène dans la rue à Montréal. Puis par la suite, dans les assemblées générales, c'est de voir qui prend la parole. C'est souvent des hommes blancs qui vont au micro, qui ont plus d'assurance, qui mènent un petit peu les directions stratégiques des différents mouvements sociaux, alors que les femmes vont souvent jouer des rôles qui sont plus en retrait, en soutien, donc des tâches de secrétariat, de préparation de nourriture, de plus les tâches invisibles, si on veut. Puis c'est là que toute la notion aussi de travail invisible entre en jeu. Donc, c'est un peu ça que j'ai constaté. Puis, il y a aussi un slogan féministe que tu as sûrement déjà entendu qui est « Le privé est politique ». Donc, c'est de voir aussi comment plein de situations dans la vie quotidienne qui sont en principe privées prennent une dimension politique quand on les analyse là, dans une perspective féministe. Absolument, absolument. Puis, j'ai vu aussi que tu avais été co-porte-parole pour la classe en 2012.
Oui. Est-ce que tu serais intéressant d'en parler un petit peu? Oui, j'étais impliquée dans le mouvement étudiant depuis 2010 à peu près, l'année 2009-2010, quand je suis entrée à l'université. Puis, j'ai été impliquée dans différents comités. J'ai été très présente dans mes assemblées générales. Puis, éventuellement, j'ai été élue co-porte-parole à l'été 2012, là, donc au milieu de la grève étudiante. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un rôle qui était un peu plus visible, qui était un peu plus médiatique, mais j'ai toujours eu une implication dans le mouvement étudiant avant. Puis, c'est sûr que c'était comme vraiment au milieu de la grève. Il y avait beaucoup de questionnements par rapport aux élections, notamment qui arrivaient à l'automne, sur si oui ou non on allait poursuivre la grève. Puis, je pense que c'était des moments aussi d'épuisement là, pour les militantes dans le mouvement étudiant, parce qu'on était quand même en grève depuis le début du mois de février. Fait que ça a été assez intense là, comme expérience. Puis, d'être face aussi à plein de situations de brutalité policière. Dans certains cas, des commentaires extrêmement violents là, contre les grévistes, contre les manifestants, les manifestantes. Fait que c'était assez polarisé comme climat, je dirais. C'était particulier, mais j'en retiens quand même beaucoup de fierté de cette implication-là. Puis ça a été un moment collectif super fort. Ben oui. Toi, tu étais au baccalauréat à cette époque-là. Oui, je terminais mon bac. J'étais comme en avant-dernière session. Puis après ça, on est revenu en session intensive. Là. Donc, dans certains cas, on avait des cours qui étaient en même temps dans 2 lieux différents. Ça a vraiment été... Je ne sais pas si tu étais étudiante aussi à ce moment-là. Écoute, mais j'étais étudiante, mais j'étais en secondaire 3. OK, oui. Fait que ça me vieillit. Étudiante de secondaire 3. Ouais. Mais c'est ça. C'était quand même assez intense, la reprise des cours. Mais ouais, je pense que c'est quand même assez important. En termes de mouvements sociaux, c'est un des plus importants qu'on a vu dans les dernières années. Définitivement. Puis tu avais une place quand même assez de choix aussi. C'est très intéressant. Puis, est-ce qu'à l'époque, tu savais déjà que tu allais te spécialiser en histoire du Québec? Vers à peu près le première, peut-être 2e ou 3e session de bac, là, j'ai décidé de le faire. Je savais pas encore si je voulais poursuivre à la maîtrise ou non. J'avais comme pas de plan qui était défini pour mes études. Mais justement, en ayant ces cours-là, plus près peut-être de l'histoire sociale, j'ai été plus interpellée. Puis par la suite, quand j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise, justement, j'ai travaillé avec Martin Petitclerc, qui est plus spécialisé dans ces champs-là aussi. Oui, exact. Puis j'ai regardé un peu ton mémoire de maîtrise. Puis dans la section remerciements, tu mentionnes le livre de Louise Toupin, qui porte sur le mouvement international du salaire au travail ménager. Puis tu soulignes l'importance que cette lecture elle a eue quand tu as déterminé ton sujet de maîtrise. D'après toi, pourquoi est-ce que cette lecture-là en particulier a-t-elle résonné autant que ça en toi? J'avais lu le livre de Louise Toupin un petit peu avant qu'il sorte. Là. J'avais eu accès au manuscrit. Puis Louise Toupin, elle a été aussi une militante dans le Fonds de libération des femmes du Québec. Elle a un long parcours. Elle a enseigné aussi à l'université. Puis elle avait fait des recherches justement sur le mouvement international du salaire au travail ménager. C'était un mouvement qui revendiquait que soit versé un salaire pour les personnes qui étaient au foyer, qui réalisaient un travail. Ça a l'air un peu anachronique aujourd'hui quand on en parle, mais il faut dire que dans les années 70, il y avait une majorité de femmes qui étaient au foyer. Puis de considérer ce qu'elles faisaient comme un travail, ça allait vraiment pas de soi. Donc, de revendiquer un salaire, de considérer qu'il s'agissait d'un travail, c'était assez révolutionnaire comme perspective. Oui. Mais en lisant son ouvrage, je me suis quand même dit, mais pourquoi il n'y a pas eu de victoire significative quand on regarde le travail ménager, le travail invisible des femmes? Parce que sur plein de questions comme l'avortement, la contraception, l'équité salariale, les garderies, il y a encore énormément à faire, mais il y a quand même eu des victoires tangibles. Tandis que pour ce qui est de la reconnaissance du travail invisible des femmes, souvent on va limiter ça à des arrangements entre les conjoints. Donc, dans un couple hétérosexuel, par exemple, donc on va dire, il s'agit d'une affaire privée, ils s'entendent sur le ménage, puis on n'a pas à s'immiscer dans les relations privées des gens, alors que justement, c'est une question qui est très politique. Quand on sait que les femmes sont encore responsables de la majorité du travail ménager, il y a un problème, puis ça va avoir des répercussions sur leur emploi, sur leur vie sociale, sur leur possibilité de s'impliquer dans différents projets. Donc, ça m'a interpellée justement parce que c'était une question qui n'était pas résolue. Puis c'est un peu pour ça que j'ai cherché à voir
au Québec, comment ces débats-là s'étaient déroulés dans les milieux féministes dans les années 70 et 80. Puis c'est là un peu qu'est venu mon projet de mémoire. Oui. Est-ce que tu voudrais nous le résumer un petit peu, dire c'est quoi les grandes lignes, les grandes découvertes que tu as faites à travers ce projet-là? Oui, bien, ce que j'ai découvert, là, si on veut, c'est qu'il y avait eu des débats quand même assez importants, justement, sur la reconnaissance du travail ménager. Par exemple, le Parti québécois, dans ses 2 premiers programmes, avait une position pour rémunérer le conjoint au foyer. OK. Ah ouais. Oui. Donc, il y a quand même beaucoup de partis, beaucoup d'organismes, des syndicats, toutes les organisations ou partis importants à l'époque, pratiquement, ont eu certains débats sur cette reconnaissance du travail ménager au cours des années 70 et 80. Puis, on le voit dans certains journaux, les journaux de différents organismes, dans les programmes de partis politiques. Le NPD Québec aussi avait eu une position là-dessus. Donc, le Crédit social aussi avait pris position, les Bérets blancs. Donc, il y avait toutes sortes de positions sur cette épineuse question de la reconnaissance du travail ménager. Puis, c'est ça. Finalement... la question, c'était sur... c'est quoi déjà? Ah oui, sur les découvertes. Oui, sur ton mémoire. Oui. Donc, finalement, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'organismes qui avaient pris position sur cette question-là, puis que, en gros, il y avait eu 3 avenues de reconnaissance qui avaient été proposées. La première, c'était le salaire, donc vraiment de venir rémunérer la personne qui était au foyer. La deuxième, c'était de venir mettre en place certains services qui seraient gérés par les usagers et usagères. Par exemple, les garderies populaires, il y en a eu dans les années 70-80 avant la création des CPE. Puis finalement, il y avait une proposition de réforme gouvernementale. Okay. Donc, on adapte les différents programmes sociaux qui étaient en place pour finalement inclure les personnes qui travaillaient au foyer. Par exemple, les prestations de retraite, si un couple hétéro se séparait, la femme avait été au foyer toute sa vie, elle n'avait pas droit aux mêmes prestations de retraite parce qu'elle n'avait pas accumulé un salaire durant son parcours de vie. Donc, c'était finalement de trouver des moyens pour que ces personnes-là ne soient pas pénalisées, qu'il s'agisse de congés de maladie, de différentes prestations, d'assurance-emploi, etc. Fascinant. Puis, ton mémoire, il y avait l'objectif principal de proposer une analyse des discours sur le travail ménager ainsi qu'un examen des différentes avenues de reconnaissance envisagées par les féministes québécoises. Je te citais là-dessus. Quant à lui, ton projet de doctorat que tu conduis en ce moment propose de, et je cite encore une fois, porter un nouveau regard sur la transition au néolibéralisme au Québec en se penchant plus spécifiquement sur les transformations au sein du secteur public et sur les répercussions des réformes dans les lieux de travail que sont les écoles et les hôpitaux, les lieux de militantisme que sont les lignes de piquetage et le lieu de vie intime qu'est le foyer. Fin de la citation. Donc, dans ce contexte-là, ton mémoire de maîtrise portait sur les années 70-80. Alors que ta thèse de doctorat, elle porte plutôt sur les années 80 et 90. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la manière dont ces 2 longs travaux s'articulent ensemble? De quelle manière ton projet de doctorat, est-ce qu'on peut dire qu'il est le prolongement de ton projet de maîtrise? Est-ce que tu voudrais nous le présenter? Oui, en quelque sorte, oui, on peut dire que c'est un prolongement. En fait, comme j'ai dit, les femmes, dans les années 70, une majorité d'entre elles étaient au foyer. Oui. Puis dans les années 80, elles vont de plus en plus intégrer le marché de l'emploi, mais dans des secteurs traditionnellement féminins, que sont l'enseignement, les soins. Il y en a beaucoup qui vont être employés de bureau aussi. Donc, finalement, c'est de voir après ça comment sont leurs conditions de travail une fois qu'elles sont sur le marché de l'emploi. Puis, dans toutes les théories autour du travail ménager puis du travail invisible, il y a cette idée-là qu'il y a un prolongement entre ce que les femmes font gratuitement au foyer et ce qu'elles font dans les secteurs d'emploi qui sont liés aux services. Ouais. Donc, par exemple, les aptitudes qu'on va attendre des femmes au foyer, qu'elles soient douces, qu'elles soient présentes pour les autres, qu'elles soient attentionnées, on va s'attendre d'elles aussi à ce qu'elles reproduisent finalement ces caractéristiques-là une fois sur le marché de l'emploi, dans des emplois, par exemple, d'éducatrice à l'enfance, d'enseignante au primaire, d'infirmière, de préposée aux bénéficiaires. Fait que finalement, il y a une continuité entre le travail ménager puis beaucoup d'emplois traditionnellement féminins. Fait que c'est ça aussi un peu que je veux observer, puis comment, surtout, ça va se traduire dans les conditions d'emploi. Puis les années 80, c'est une période quand même intéressante parce que
peu à peu, le gouvernement québécois va procéder à des compressions budgétaires assez importantes, va diminuer le nombre de postes à temps plein, va imposer des lois spéciales pour diminuer les salaires, pour venir restreindre le droit de grève. Donc, il y a tout un tournant coercitif de la part de l'État québécois par rapport aux travailleuses dans le secteur public. Puis beaucoup de problèmes qu'on voit en ce moment qui ont été particulièrement révélés pendant la pandémie, que ce soit le soi-disant manque de personnel en santé, en éducation. Ce matin, j'entendais à la radio, on parlait du manque de personnel dans les garderies et les centres de la petite enfance. Mais tout ça, au fond, reflète les piètres conditions de travail qui sont dans ces milieux-là, les mauvaises conditions salariales. Oui. Puis, je pense que pour comprendre un peu où on en est aujourd'hui, il faut remonter aux années 80, au moment où il y a des conflits de travail assez importants, justement, sur ces enjeux-là. Puis, pour ma thèse, justement, j'ai choisi de donner aussi la parole à ces travailleuses parce que en histoire, comme tu sais sans doute, on a recours surtout à des archives écrites. On va fouiller dans les journaux, dans les centres d'archives. Rarement, des fois c'est à cause de la distance temporelle, mais rarement on va interroger les acteurs et les actrices qui ont été directement impliqués dans les phénomènes qu'on étudie. Puis du fait que j'étudie une période qui est quand même assez récente, j'avais cette possibilité-là d'interroger les actrices qui ont pris part à ces conflits de travail. Donc, je suis en plein dans la réalisation des entrevues en ce moment. Fait que c'est quand même assez intéressant qu'est-ce qui en ressort. Puis c'est différent aussi de ce que je vois dans les sources écrites. Ben oui, c'est sûr. Puis de quoi a l'air ton échantillon pour l'instant? J'ai comme objectif de réaliser à peu près 15 entrevues, peut-être une vingtaine, mais ça a l'air pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme. Il faut savoir que transcrire les entrevues, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est un échantillon qui est composé à la fois de travailleuses de l'éducation, surtout enseignantes primaires, secondaires, puis de la santé. Pour l'instant, c'est surtout des infirmières, mais j'aimerais ça aussi interroger des préposés aux bénéficiaires. Je pense une ergothérapeute. En tout cas, mais pour l'instant, ça se concentre surtout sur enseignantes et infirmières. Une inhalothérapeute, c'est ça. J'apprends aussi toutes les subtilités dans les différents métiers de soins. Donc, pour l'instant, c'est ça. Puis j'essaie d'avoir une diversité aussi sur le plan des régions, sur le plan de la langue, sur le plan de l'appartenance ethnoculturelle aussi des travailleuses qui sont interrogées. Puis, ça donne des portraits là, qui sont assez intéressants. C'est fascinant. Sur les traces de Denise Baillargeon. Oui. Puis, dans une entrevue que tu as accordée à la presse en avril 2020, donc il y a un peu plus d'un an au début de la pandémie, tu as mentionné l'impact de la COVID-19 sur la charge mentale des femmes. Tu as dit, et je te cite encore une fois, que malheureusement, ce qu'on observe, c'est un certain retour en arrière. Fin de la citation. Donc, bien sûr, l'année et demie qu'on vient de vivre, elle a certainement dû t'amener son lot de réflexion quant au travail invisible des femmes. Puis rapidement, comme ça, c'est quoi les principales observations quant au travail des femmes québécoises dans le contexte de pandémie que tu as observé, d'après toi? À quel point la crise sanitaire va marquer l'histoire des femmes au Québec? Je crois que ce que ça a révélé, c'est à quel point on prend pour acquis le travail invisible des femmes. Que ce soit les travailleuses dans les hôpitaux, dans les CHSLD, mais aussi au foyer. Là, le fait qu'avec le premier confinement, en fait, ça a imposé toute une réorganisation pour un bon nombre de familles. Puis c'est surtout sur les épaules des mères que cette charge-là a reposé. Je suis en train d'écrire un chapitre pour un ouvrage collectif qui porte un peu sur la gestion de la pandémie par rapport aux questions liées aux femmes. Puis, ce qu'on remarque finalement, c'est que en très, très forte majorité, ce sont les femmes qui ont renoncé à leur emploi ou qui ont diminué leurs heures de travail pour prendre soin d'enfants, pour faire l'école à la maison, pour être proche aidante, pour finalement répondre à toutes les petites et grandes injonctions de la pandémie. Donc, finalement, les femmes se retrouvent beaucoup perdantes, puis il n'y a pas eu de réelles mesures compensatoires de la part du gouvernement provincial en matière de compensation là, du travail invisible. C'est-à-dire que pendant un moment, il y a eu la PCU, il y a eu certaines mesures fédérales, mais le travail invisible des femmes a vraiment été pris pour acquis durant toute la pandémie, puis ça a eu des conséquences psychologiques assez graves. Je me demande aussi
à long terme, ça va être quoi les conséquences sur les familles? Est-ce qu'il y a eu plus de séparation de couple? Est-ce qu'on sait déjà qu'il y a eu beaucoup plus de violences conjugales pendant la pandémie avec un nombre ahurissant de féminicides là, par rapport aux années précédentes? Donc, il est peut-être tôt pour voir ça va être quoi les conséquences à long terme, mais certainement, il faut les analyser. Puis pour l'instant, le gouvernement québécois ne considère pas... il y a ce qu'on appelle l'ADS+, là, l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Mais c'est un gros terme, mais en gros, ça veut juste dire que quand on évalue des politiques publiques, quand on prend des mesures gouvernementales, il faut considérer les impacts différenciés sur les femmes, sur les personnes racisées, sur les personnes en situation de handicap. Puis pour l'instant, le gouvernement ne le fait pas. Donc, je pense que c'est fondamental d'examiner justement ça va être quoi les répercussions sur les femmes. Puis quand on parle de relance post-pandémie, de relance économique, il faut aussi prendre en considération les femmes puis les personnes vulnérables qui ont particulièrement été affectées là, durant la pandémie. Ben oui, tu sais aussi, on parle des diminutions du nombre d'heures, admettons, qui ont été mises pour le travail ou la perte d'emploi et tout, mais il y a beaucoup de femmes qui ont pas perdu leur emploi, qui sont tombées en télétravail, qui ont continué de travailler à temps plein, mais qui s'occupaient aussi des enfants, puis qui, tu sais, finalement, je sais pas c'est qui avait dit ça, mais la semaine des 2-40 heures pour les femmes, là. Oui, bien c'est ça. C'est ça. C'est ça, puis c'est la gestion de l'école à la maison. Puis avec chaque fois qu'il y a un cas de COVID, ben là, il y a un groupe à la garderie qui ferme. Là, faut aller faire tester, il faut garder l'enfant à la maison 2 semaines. Là, après ça, tu as une fermeture de classe, ben là, tu es reparti pour un autre 2 semaines. Ouais. Fait que toute cette gestion-là, les femmes l'ont eu sans pratiquement aucun soutien. Puis j'ai un bébé, puis pour avoir essayé de faire du télétravail avec un bébé, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, évidemment, il va y avoir des répercussions sur leur emploi. Certaines, peut-être, ont déjà perdu leur emploi à cause de ça, mais elles se retrouvent vraiment toutes seules, puis c'est ça. C'est vraiment des situations de détresse là, qui se sont déroulées. Ça va être intéressant aussi de questionner le nombre de burn-out. Oui, aussi. Burn-out parental. Oui. Vraiment. Et puis, mettons, je sais pas, là, je parle d'une expérience personnelle, mais mettons, moi, j'ai travaillé en télétravail pendant 1 an et je n'étais pas capable de me concentrer si la maison n'était pas rangée. Oui. Puis c'est si simple, mais ça a son effet sur la santé mentale et surtout sur le rendement au travail. Puis je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui étaient dans cette même situation-là. C'est simple, mais au final, quand ça s'accumule à tous les jours, à un moment donné, ça devient gros, tu sais. Oui, il y a ça aussi. Puis le fait qu'on ne vit pas nécessairement dans des maisons, des appartements qui sont adaptés pour le télétravail. Non. On sait qu'il y a une crise du logement, qu'il y a aussi des répercussions sur la précarité, sur la violence conjugale. En tout cas, tout est relié, mais le fait qu'on n'ait pas, par exemple, des appartements qui sont adaptés, ça fait en sorte qu'on travaille de la cuisine, que si tu as un enfant qui fait l'école à la maison parce que sa classe est fermée, ben, qui doit aussi travailler, qui doit utiliser une connexion Internet. Fait que tout ça, c'est une gestion qui est extrêmement lourde là, pour les femmes. Écoute, il nous reste juste quelques minutes, mais il y a une question vraiment random que j'ai envie de te poser. Parce que j'ai écouté l'entrevue que tu as accordée à Savoir Média, puis tu as mentionné que tu étais une admiratrice pleinement assumée de télé-réalité, dont OD. Puis moi aussi, puis je me demande pourquoi est-ce que autant énormément de gens en sciences sociales aiment cette télé-réalité-là. D'après toi, y a-t-il quelque chose qui fait qu'on voit cette émission-là avec un regard particulier quand on étudie les sciences humaines ou les sciences sociales qui fait qu'on veut tout le temps en voir plus puis qu'on devient des méga fans finalement? Puis des fois, ça a quasiment l'air paradoxal, mais qu'est-ce que t'en penses? Mais peut-être, mais c'est sûr qu'il y a... Socialement, c'est super intéressant à observer. C'est fou. Mais beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est un plaisir coupable. » Ça peut être... moi, je l'écoute depuis OD Bali, là, religieusement, chacune des saisons. Puis, je prends réellement plaisir à écouter OD. Oui. Puis, je pense que la nouvelle mouture aussi est plus intéressante peut-être que ce qui se faisait avec... Éric Salvaille. Écoute, moi, j'écoutais ça jeune, là. J'ai toujours adoré ça. J'écoutais ça comme... c'était comme un bonbon, là. J'analysais tous les comportements, justement, les rapports entre les genres, entre les gars et les filles, puis tout. J'écoutais Love Story aussi. Ça a toujours été hyper présent. Puis là, en entrant en sciences humaines, j'ai vu que, dans le fond, j'étais vraiment pas la seule. Puis que les gens, les étudiants de sociaux, d'histoire ou de politique, regardent ça, mais avec une fascination monstre.
Mais définitivement, c'est vraiment intéressant à voir. Puis je dis pas ça d'une perspective hautaine, de comme c'est donc ben niaiseux, c'est drôle de voir les. En tout cas, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, j'ai du plaisir à l'écouter. Puis tu connais peut-être le podcast Les Ficelles aussi, qui analyse à chaque semaine les épisodes d'OD avec différentes invités. Puis c'est bien drôle. Mais il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Puis autant analyser des phénomènes comme par exemple, la place des personnes non-hétéros à OD, mettons la grossophobie internalisée à OD, la place qui a été laissée à Kate, qui était la première candidate trans dans l'histoire d'OD. Fait que, le pattern aussi de la masculinité intériorisée, là, la fille qui n'est pas comme les autres filles. Aussi, celle qui est comme one of the boys. C'est ça, fait il y a beaucoup de choses intéressantes à analyser dans une perspective féministe. Puis j'en ai parlé avec plein d'amis qui sont féministes, militantes, parfois universitaires aussi, puis on prend tout du plaisir à l'écouter, vraiment. C'est vraiment le fun. Écoute, c'est tout le temps qu'on a, mais merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis sinon, en terminant, comment est-ce que tu envisages l'avenir de ta carrière dans les années qui s'en viennent? C'est une question à ne pas poser. Ah non, hein? Mais je vais commencer par finir ma thèse. Oui, c'est ça. Je pense que j'en ai encore pour 2 ans, j'espère. Puis après ça, on va voir. Ça va être parfait, je suis sûre. Merci beaucoup, Camille. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir été là encore une fois cette semaine. C'est toujours un plaisir de rencontrer des belles personnes puis d'avoir des échanges au sujet du métier d'historien et d'historienne au Québec. Je tiens également à remercier Jérémy, qui fait la chronique café à chaque début d'émission puis qui est toujours là pour me supporter à chaque semaine. Puis je remercie aussi le Studio SF, Nicole et Catherine, qui sont toujours là pour nous supporter avec la technique. Donc je vous dis à dans 2 semaines.